Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, effectivement, on va pas parler location de voiture comme on disait. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Moi, je suis super content de t'avoir sur la chaîne du Revenu Machine, qui est un podcast qui vise à diffuser un petit peu plus le revenu management au travers de la communauté des professionnels, hein. Il n'y a pas forcément que des revenus managers. Et aujourd'hui, j'ai la chance, pardon, d'accueillir Élise Ripoche. Euh, alors, Élise, c'est une pure passionnée de l'optimisation depuis toujours. Je crois que tu as commencé ta carrière il y a un peu presque 15 ans maintenant, ça va être ça, non? Oui, ça fait ça. Ça, Ouais, ça, c'est ça fait ça, j'ai ça. regardé. Ouais. Et donc, tu as travaillé dans l'hôtellerie de chaîne, tu as travaillé dans les médias, tu as travaillé pour une grande marque de resort. Et depuis 5 ans, tu as créé la société J'affiche complet, qui est une société de services dédiée à l'optimisation des locations saisonnières et des conciergeries. Et ça, moi, je trouve ça incroyable comme idée. Euh, Pourquoi? Parce que souvent, le revenu management, c'est vu comme quelque chose d'assez complexe, avec beaucoup de data, d'algorithmes, avec des prévisions, des changements de prix dans tous les sens, de façon ultra dynamique. Et moi, j'aimerais comprendre comment finalement, tu fais ça dans le contexte de tes clients, qui, j'imagine, connaissent pas grand-chose à ces problématiques, même s'ils se posent des bonnes questions pour changer leur prix et optimiser. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on discute un peu de comment c'est venu cette idée, comment tu adresses ce sujet au niveau, peut-être avec un manque d'abstraction et de connaissances des techniques de yield assez faibles, même si les gens doivent bien maîtriser leur business opérationnel, j'imagine. Peut-être des connaissances théoriques aussi assez basiques. Et je trouve qu'il y a un peu un lien avec la location de voiture, parce que souvent, parfois, en fait, les loueurs de voitures sont des gens qui sont très bons opérationnellement et puis qui manquent un petit peu de connaissances sur la partie yield. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Comment t'es venue cette idée? Quelle méthode tu utilises pour vulgariser le yield? Je crois d'ailleurs que c'est le terme que tu utilises sur ton site. Quels sont les choix que tu as faits pour faire en sorte que le yield soit utilisable facilement, concrètement, efficacement? C'est un peu ce que j'appelle la poignée de la valise du yield. Comment tu as développé tes concepts de learning management? Est-ce que tu as des plateformes pour ça, des outils? Voilà, on est parti pour une heure et demie ensemble. Je suis super content de t'avoir, Elise. Donc, je te donne la parole et puis je te laisse te présenter si tu veux bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être ensemble et de parler de tout ça. C'est un vrai plaisir. Alors, pour me présenter, oui, en quelques mots, c'est vrai. Donc, ça fait maintenant près de 15 ans. Ça ne me rajeunit pas tout ça. En fait, 15 ans de revenu management après une spécialisation en revenu management à l'ESCA. Et aujourd'hui, fondatrice de deux structures, la société J'affiche complet et le rendez-vous national de la location saisonnière. Donc, J'affiche complet existe depuis 5 ans. Comme tu l'as dit, on est une agence de revenu management et un organisme de formation en revenu management. Et le rendez-vous de la location saisonnière, qui est le rendez-vous qui réunit tous les professionnels de la location saisonnière en France. Ok. Voilà, pour me présenter en quelques mots. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ta carrière? Parce qu'après, là, je crois que l'ESCA d'Angers, c'est l'ESCA d'Angers que tu as fait, hein, en revenu management, en Ouais, master. Je crois que c'est l'une des ouais. seules formations qui spécialise en revenu management en France. Alors, j'ai peut-être perdu un peu le fil, mais il y en a peut-être d'autres aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai été prof il y a longtemps, mais est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce que tu as fait depuis cette formation? Qu'est-ce qui t'a amené après? Comment tu as mis en application ton master de yield? Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai pas raconté ça. Je crois qu'il existe des petites choses, enfin des petites choses. Ouais, c'est pas très sympa pour. Je crois qu'il existe d'autres cursus. Je crois qu'il existe d'autres cursus. Pourquoi je me suis permise de dire petites choses? Parce qu'en fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres cursus exclusifs comme peut le proposer l'ESCA. Ou l'ESCA, on a vraiment un master de revenu management. Ça va être des cursus qui proposent une option en plus, par exemple, qui va être le revenu management. Il me semble qu'à Dauphine, c'est possible. Il me semble qu'il y a une école aussi au sud-est de la France. Mais voilà, il y a des petites choses qui existent. Je le redis. Et après, pour mon parcours, alors après l'ESCA, j'ai postulé dans différentes structures. Il y a quelque chose qui est assez fou avec le revenu management, c'est qu'à l'époque,
On était en 2008-2009, c'était pas la meilleure période du monde pour chercher du travail. Et pourtant, j'avais eu le choix entre plusieurs postes. Et loin de moi l'idée de dire que je sois quelqu'un de particulièrement époustouflant. Non, plutôt l'idée de dire que c'est un métier qui est très recherché et qui permet, même dans l'adversité, d'avoir justement du travail. Donc voilà, ça c'est le petit mot sur notre métier. Et après ça, j'ai travaillé en publicité. Juste pour recontextualiser, 2008, on était en pleine crise des subprimes, pour ceux qui ont raté des épisodes économiques majeurs sur les 20 dernières années. Ça a été quand même un gros choc pendant quelques années. C'est ça. Ouais, c'était vraiment pas la bonne période, quoi. Et donc, j'ai débuté en affichage extérieur, donc un domaine de revenu management qui était en création un peu, même si ça existait quand même depuis plusieurs années, mais on n'était pas sur un domaine d'activité comme l'aérien ou l'hôtellerie qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai trouvé ça passionnant, justement, de voir le revenu management dans le domaine du B2B, parce qu'en publicité, en fait, on fait du revenu management pour déterminer un prix plancher en dessous duquel les commerciaux qui négocient avec les marques le prix des espaces publicitaires ne devront pas descendre. Donc, on dit en fait aux équipes commerciales, voilà, ce montant-là, c'est le prix plancher en dessous duquel, dans ta négo, tu ne dois pas descendre quand tu commercialises cet espace publicitaire. Donc, c'était passionnant. Ça m'a donné beaucoup de clés aussi sur la négociation commerciale, comment négocier même des gros deals avec des montants énormes. Ça, c'est un atout aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir pu passer par cet exercice-là. Tu peux traduire en… Qu'est-ce que tu as, un ou deux types que tu as vraiment pris, que tu appliques aujourd'hui encore, de ce que tu as appris de cette expérience d'achat des médias? Alors c'est les 4x3, c'est des affichages billboard pour les étrangers, des choses comme ça, hein, c'est ça, les sucettes d'abribus, comme on dit, ou ouais, exactement. Ok. Ouais, exactement. Je travaillais pour CBS Outdoor, qui était le numéro 3 du marché, qui a changé de nom maintenant, mais qui était CBS Outdoor à l'époque. Et les astuces que j'ai prises, par exemple, c'est le fait de ne pas mentionner son prix trop tôt. Ce qu'on dit, c'est que dans une négo commerciale, le premier à annoncer son prix, c'est celui qui perd la négo. Donc, c'est bien de faire en sorte d'obtenir le budget du client en premier pour essayer in fine, d'amener la négociation commerciale dans son propre intérêt. Alors ça, c'est le premier type. Ça c'est un truc qui est très important aujourd'hui. Autre chose que j'ai pu… Attends, un deuxième tips. Il y en a eu des choses pourtant. Le fait aussi d'apporter plus de valeur plutôt que de baisser son prix. Plutôt que de dire je vais vous faire un prix plus bas, je vous offre ça en plus, par exemple. Ça, souvent, c'est en faveur de la rentabilité de l'entreprise, in fine. Surtout si, en fait, il se trouve que ce qu'on offre peut apporter beaucoup de valeur perçue pour la personne en face, alors que peut-être que pour nous, en termes de charge, c'est pas pire, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi un deuxième type, que je trouve très précieux aujourd'hui. Tu vois, on trouve déjà un premier lien avec la location de voitures, qui est un secteur dans lequel le pricing est vraiment… Enfin, l'industrie est vraiment vue comme une commodité, dans lequel tout le monde doit avoir la même voiture, même couleur, le même modèle, au même endroit, à l'aéroport ou en gare, à peu près au même prix. C'est excessivement difficile de se différencier. Et je trouve que déjà, de rajouter des add-ons qui ont une grande valeur perçue pour le client et qui finalement ne coûtent pas très cher, je pense au deuxième conducteur par exemple, techniquement ça ne coûte pas grand-chose, de rajouter quelques options, le siège bébé, des choses comme ça, apporte beaucoup de valeur à celui qui va conduire. Et donc c'est intéressant même pour les loueurs de voitures d'avoir ces deux petits types. Je te remercie. Et après ça, je suis allée dans l'hôtellerie. Donc, j'ai travaillé pour Louvre-Hôtel, Kyriet, compagnie première classe. C'était une période passionnante parce qu'en fait, il y avait un vrai lab qui était mis en place autour du revenu management. C'était une période de transition pour Louvre-Hôtel parce qu'avant, il y avait quelques interlocuteurs qui accompagnaient les GM à faire du revenu management. Et l'idée, c'était justement de créer une vraie équipe de revenu management qui prenne en charge le revenu management pour les hôteliers et à leur côté. Donc, il y avait plein de choses. On devait mettre en place des outils, on devait accompagner au changement. C'était assez passionnant. Et donc, je le faisais pour une place d'hôtel d'une dizaine d'hôtels sur Paris-Ouest. Voilà. J'avais fait plus 23%, je crois, de croissance de chiffre d'affaires. C'est des montants qui semblent énormes. On pourrait dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est vrai que quand on passe d'un système où le GM, il n'avait quasiment pas de temps à consacrer au revenu management et peut-être pas forcément les billes sur les méthodologies,
et qu'on met tout de suite en place les méthodologies, on peut faire des croissances qui sont vraiment importantes, même sur des établissements hôteliers. Donc ça, c'était chouette, c'était vraiment sympa. Tu veux dire par là que quand on commence, en fait, il y a un gain assez important et rapidement, parce que des premières choses se mettent en place. Et est-ce que tu notes aussi que en augmentant le niveau d'analyse et de précision, on arrive à maintenir ces taux de croissance, ou après on retrouve quand même néanmoins avec des effets de plateau, et du coup les gains sont de plus en plus marginaux et de plus en plus difficiles à aller chercher? C'est vrai qu'on a cet effet de plateau, c'est ce qu'on peut observer, tu vois, sur les chaînes hôtelières. C'est-à-dire que le fait que ça devienne marginal, j'en suis pas sûre, parce que de toute façon, on est dans une croissance perpétuelle, il y a aussi une inflation. Donc, le gain marginal, pas forcément, enfin, gain de chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de gain de rentabilité. Le gain de chiffre d'affaires, non, on demande tous les ans à un revenu manager hôtelier de faire des croissances de chiffre d'affaires, mais c'est vrai que pour des structures hôtelières qui font du revenu management depuis des dizaines et des dizaines d'années, on va plus se rapprocher d'un plus 5% de croissance d'une année sur l'autre que d'un plus 25% de croissance, quoi. Dans les budgets, dans les targets qui sont demandés aux revenu managers en hôtellerie. Et souvent, en tout cas moi qui ai commencé aussi ma carrière dans l'hôtellerie, on avait quand même une connaissance, ou en tout cas, on pourrait dire que c'était le revenu management était quand même un peu intégré, même si c'était les débuts ouais, en 2008, ça faisait peut-être une dizaine d'années, on va dire, que ça commençait à être mis en place notamment par le groupe Accor. Est-ce que comment ça s'est passé avec les GM, justement, les responsables opérationnels qui avaient ce contrôle-là à l'époque? Est-ce qu'ils ont vu ça comme une grande avancée, une bouffée d'oxygène pour eux, ou au contraire, ça a pu créer un effet de repli sur soi en disant non mais attends, c'est qui celle-là qui vient m'expliquer ce que je dois faire, et moi ça s'est fait partie de un peu de mon rôle, quoi, tu vois, un peu de ma responsabilité. Comment c'était perçu à l'époque et comment tu as contourné ça, ou tu l'as adressé en tout cas? On avait tous un peu le même enjeu de conduite de changement. Comme tu le dis, il y avait plusieurs points de vue en la matière, tu vois. Il y avait toute une part des GM qui étaient contents parce qu'ils n'aimaient pas particulièrement ce sujet-là, parce que en fait, ça les arrangeait que ce soit géré par des gens qui ont probablement plus d'expérience sur le sujet. Et il y avait une part des GM, donc des managers d'hôtels, qui étaient déçus, pas hyper contents que ce soit géré en externe, en fait, parce que pour eux, c'était la perception aussi gérée par le siège. Donc, il y avait potentiellement une vraie déception, voire une vraie inquiétude de leur part par rapport à ce changement-là. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est purement de l'humain, c'est-à-dire adapter son fonctionnement selon l'interlocuteur, et puis, en fait, expliquer, communiquer, donner du sens à ce qu'on fait. C'est vraiment conduite de changement pur, quoi. C'est en même temps passionnant, mais aussi très challengeant, parce que selon les tempéraments de chacun, ça peut plus ou moins facilement fonctionner. Et puis, il y a des personnes qui sont restées farouchement contre longtemps, quoi. Longtemps. Et qui, en fait, cherchaient, ce que je peux comprendre, à avoir vraiment la main mise sur leur revenu manager pour se rassurer sur le fait que les choses seront gérées de la façon dont ils l'entendent. Oui, parce que ça reste encore beaucoup d'industries. Alors, je dirais pas l'aérien, parce qu'ils sont tellement techniques, finalement, l'opérationnel, celui qui a piloté l'avion, la personne qui va être en charge du service, il est complètement déconnecté. C'est même pas son rôle de savoir à quel prix on a vendu le remplissage, ou le train, c'est pareil. Mais pour ceux qui sont impliqués dans la livraison du service, donc location de voiture, hôtellerie beaucoup, c'est vrai que ça fait partie de leur levier, de leur part de responsabilité, et que du coup, j'aime bien ce que tu dis sur le fait de donner du sens à ça, pour qu'ils acceptent que finalement ce niveau de technicité soit plus de leur référent, mais qu'en même temps ils continuent de contribuer à une réflexion stratégique, à une vision à long terme, mais qu'ils laissent faire le quotidien par des membres de leur équipe ou des extérieurs qui ont plus de compétences dans ce domaine, quoi. Exactement. Ouais. Mais tu vois, avec le recul, là, maintenant que je repense à cette situation-là, maintenant que je suis entrepreneur, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il manquait une part du puzzle super importante. C'est qu'à aucun moment, on nous a dit en transparence, voici, un GM, il a ça comme objectif dans son poste.
il est incentivé sur ça. Et ce que je me dis, tu vois, avec le recul, c'est qu'on aurait clairement dû se parler de ça avec le GM, de dire, en fait, vous êtes peut-être objectivé à la performance sur tel et tel aspect, mais soyez rassurés que les RM sont aussi objectivés de la même façon sur le même item, tu vois. En fait, je réfléchis à ça. Et souvent, ouais. je me souviens quand j'étais chez Europcar International, il y avait aussi la problématique du commercial. Alors, je ne sais pas si chez Louvre Hôtel c'était le cas, mais tu pouvais aussi avoir des. Moi, j'étais confronté à des commerciaux qui étaient incentivés au volume, donc nombre de contrats signés, à croissance du chiffre d'affaires. Il y a toujours cette opposition, en tout cas cette dichotomie en disant nous, RM, on vient là pour dire mais est-ce que ce contrat il est rentable? Est-ce qu'il va amener de la contribution? Et la contribution peut être du volume sur des périodes faibles, et ça c'est très rentable, même si le prix en tant que tel n'est pas très important, parce que ça va nous remplir nos effets de bord, nos problématiques de basse saison. Par contre, du volume en haute saison dégradé sous prétexte que simplement on a signé un contrat avec tel ou tel, aucun intérêt, quoi. Et ça, j'ai souvent remarqué ça. Là aussi, on est dans un problème de communication, de donner du sens et de bien expliquer finalement quel est l'objectif final de l'entreprise, qui est quand même de faire du profit. C'est pas uniquement faire du volume pour du volume, en fait. Ouais, complètement. Ou c'est pas non plus à l'inverse une obsession du prix à tout prix qui serait pas profitable non plus. C'est vrai qu'on a un métier dans lequel, paradoxalement, on est des gens de chiffres très analytiques, mais on est obligé d'être des bons communicants, sinon on est mauvais en fait. Et ça, est-ce que tu crois que si tu te remets en arrière de ta formation, est-ce que justement cette partie de communication, de relationnel, elle était suffisamment mise en valeur dans le cadre du master, avec le recul? Ah, c'est une bonne question. En effet, je pense pas forcément, ouais. Peut-être que ça mériterait. Ce serait intéressant de leur partager. Ton idée, elle est excellente là, ouais. C'est peut-être ça mériterait de rajouter un petit module conduite de changement, pédagogie, en effet. Parce qu'après, quand on est dans le grand bain, on se prend 2-3 claques et on se dit bon. Alors attends, là, c'était pas la bonne méthode. Je me souviens que quand on bossait chez Europcar, j'avais quelqu'un dans mon équipe qui est Romain Charrier, qui est maintenant qui a créé une société qui s'appelle une société de conseil en revenu management dans l'hôtellerie qui s'appelle NNC, Nifois, avec Pascal Nifois. Et du coup, on faisait très attention, on était très vigilants sur la qualité des documents qu'on sortait, la qualité des tableaux, parce que ça peut paraître être simplement un outil, et en fait, c'est la base de la communication. Ça, j'avais appris ça chez Disney avec Guy Dano. Finalement, simplement le tableau qu'on va partager, les indicateurs qu'on va partager, il faut qu'ils soient suffisamment lisibles, clairs, pour donner envie à notre interlocuteur déjà de s'y plonger et qu'on puisse l'embarquer. Si notre tableau il est dégueulasse, mal formaté, vraiment pas joli, t'as pas le GM ou ton interlocuteur va pas avoir forcément en plus envie de se plonger parce qu'il comprend rien à tes indicateurs, à ta présentation. Et la présentation graphique, d'ailleurs les gros cabinets de conseil font ça très bien, pour moi est très très importante aussi. Ouais. Ah oui, complètement. Il faut un taux de glamour en fait dans ce qu'on fait. Ah, j'aime bien ça. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai on peut être froid et c'est le lien, je pense, entre le marketing, le commercial et le revenu. Peut-être, et que tous les financiers me pardonnent, la partie financière, ils vont peut-être rester un petit peu justement froid et distant. Le commercial et le marketing un peu trop chaud, et que nous, on fait le pendant entre les deux. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, après, tu es revenu dans tes premiers amours des médias, finalement, c'est ça? Oui, complètement. En fait, j'avais toujours eu cet attrait fort et je pense que je peux dire passion pour le management. Et là, on me proposait du coup d'être responsable d'une équipe. Et je me suis dit, ah oui, feu, quoi. Là, c'est vraiment ce que j'ai toujours souhaité. Donc, j'ai travaillé pour le concurrent de ma toute première entreprise qui s'appelle Clear Channel. Et j'étais responsable de l'équipe revenu management de l'entreprise. Donc, retour dans les médias et premier pas dans le management. Et il y avait combien de personnes à l'époque 2 collaborateurs. 2 collaborateurs, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et c'était plus structuré que quand tu avais commencé chez
C'est CBS Outdoor, c'est ça que tu as dit, hein? Ouais, CBS Outdoor. Tu avais noté que ça avait progressé en termes de connaissances et de compétences ou pas tant que ça en, je sais pas, en combien d'années, en 4-5 ans? Je pourrais pas dire que l'industrie, enfin le revenu management dans l'industrie avait particulièrement progressé. Alors c'est vrai que Clear Channel, ils étaient plus structurés, ça c'est indéniable. Que mes anciens collègues de CBS me pardonnent de dire ça. Mais prescription, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est ça, il y a prescription maintenant. C'était plus structuré et c'est vrai que Clear Channel était en train de faire ses premiers pas dans le digital beaucoup plus rapidement que les collègues chez CBS, avec du coup dans les centres commerciaux notamment des panneaux qui sont digitaux, et ça pour la commercialisation ça a beaucoup d'impact parce qu'en fait on a du coup une exécution du service qui passe de quelque chose où il faut avoir un afficheur dans un camion qui se déplace avec les panneaux à coller à la main sur des panneaux, enfin les feuilles à coller à la main sur des panneaux, ou alors à zipper quand c'est un truc qui tourne. Et on passe de ça à un système où en 3 clics, en fait, le truc est diffusé sur un écran à distance, personne s'est déplacé, et ça ouvrait plein d'opportunités de commercialisation et donc d'enjeux de revenu management. Donc c'était super intéressant. Donc c'était les débuts de ça en fait. Est-ce que bon, après on va pas discuter des enjeux écologiques de ces panneaux-là parce que je crois qu'il y a des gros débats des écolos sur ce truc-là, ce que je peux comprendre également. Mais est-ce que du coup cet avantage de diffusion ultra rapide, d'extrême flexibilité en tant que RM, en tant que revenu manager, donc on dit souvent RM hein, pour notre audience, c'est revenu manager. Est-ce que pour un RM que tu étais, tu as pu traduire ça en termes de prix? Oui, c'est juste une nouvelle perception de la valeur, et donc finalement tu ne convertissais pas en prix, mais simplement en nombre de clients signés, par exemple. Non, tu as raison, ça ouvrait beaucoup de perspectives sur la partie tarifaire parce qu'en fait, d'un coup, il n'y a plus de coûts. Il n'y a plus de coûts associés, enfin quasiment plus de coûts associés à une campagne de plus ou une campagne de moins. Donc ça, c'est très intéressant. Ça ouvre des perspectives pour aller sur des prix qui peuvent être potentiellement beaucoup plus bas. Alors moi, je ne le voyais pas comme ça. Ce que tu disais tout à l'heure, apporter de la valeur au client. Et donc, je me dis, finalement, toi, tu gagnais en termes de coûts parce que tes coûts étaient plus bas. Donc, finalement, à un prix ISO, tu pouvais faire plus de marge. Et en même temps, éventuellement, tu pouvais les gratter, je ne sais pas de combien on parle, enfin, à quelques pourcents de plus, parce que tu offrais de la flexibilité, de la rapidité, et donc une perception de la valeur renforcée pour ton client. Non, c'était plutôt, en fait, tu as réussi à baisser un peu tes prix grâce à ça, en fait, c'est ça? Il y a cette notion-là. Après, oui, là où ça pouvait upgrader la valeur, c'est par exemple sur un besoin de campagne en très last minute. En affichage, on ne peut pas réagir comme en radio, par exemple. En radio, en 48 heures, l'affaire peut être faite. En affichage, c'est pas possible. Là, ça devenait possible. Donc, c'est vrai que ça peut permettre de facturer aussi des montants liés au fait qu'on travaille dans l'urgence. Ouais, je vois cette possibilité-là aussi. C'est vrai que ça faisait partie aussi du lot. Mais c'était le début. Hein. Franchement, moi, à mon époque, c'était le début. Donc, on débutait aussi sur tout ça. Et puis, en fait, il fallait aussi faire connaître les possibilités. C'est aussi les inconvénients d'un début. C'est qu'il faut faire adhérer aussi à tout ça. Je trouve que dans le revenu management, il y a toujours cette notion aussi, on revient sur la notion de communicant, qui est l'évangélisation, faire passer des idées, des concepts, des approches innovantes. Elles sont en interne, tu disais tout à l'heure, avec les GM à qui il fallait que tu expliques dans les hôtels comment ça allait changer, qu'est-ce que ça allait avoir comme impact pour eux-mêmes. Mais il y a aussi cette évangélisation auprès des clients, auprès des opérationnels, qui fait que là aussi, il faut développer des talents de communicant pour pas heurter, en même temps faire comprendre, aller vite, sans non plus mettre la charrue avant les bœufs. Et ouais, c'est des talents qui sont pas si faciles à trouver en fait quand on veut mixer. C'est un peu un mouton à 5 pattes, quoi, le revenu manager. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est un peu un mouton à 5 pattes, ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, alors après, un métier complet, on pourrait dire. Pardon, excuse-moi. C'est un métier complet, on pourrait dire. Oui. Moi, c'est toujours ce qui m'a passionné d'ailleurs. Moi qui étais quelqu'un plutôt du marketing dans mes études initiales, mais je te parle de ça il y a trop de dizaines d'années. Et j'ai vraiment trouvé j'ai trouvé vraiment
cette conjonction entre à la fois le côté analytique, cette envie de conduire un changement, de pouvoir influencer le futur, et puis une traduction marketing et commerciale, donc dans du très concret. Euh, je trouve que c'est un des rares métiers, je ne connais pas tous les jobs, mais je trouve que c'est un des rares métiers qui cumule ces aspects-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi, malgré le fait que tu aies commencé ta carrière en pleine crise des subprimes, je pense, comme ce sont des talents qui sont recherchés, que finalement, tu n'as pas eu de difficulté à trouver un job. Ouais, c'est ça. C'est très recherché et même en ce moment, et là, nous, on a remarqué là alors pendant la pandémie, il y avait beaucoup de gens qui voulaient bouger, changer de travail. Mais là, sur la dernière année, je pense que pour avoir échangé un peu avec d'autres collègues, et ton avis m'intéresse aussi, le recrutement de RM, on sent qu'il y a de la concurrence quoi, pour aller chercher les meilleurs profils. On a fait plusieurs recrutements récemment. C'est pas. En plus, nous, chez La Fiche Complète, on est 100% en télétravail. Donc, souvent, même si on reste une petite structure, on n'a pas de difficulté à recevoir des CV parce qu'on n'est pas localisé sur un endroit et il y a peu de sociétés qui proposent des postes en télétravail. Mais là, on a plus senti la concurrence sur les derniers mois. C'est un job qui est recherché. Alors, c'est intéressant ce sujet-là. Comment toi, du coup, tu fais pour te différencier? Donc, tu parles du télétravail qui est un élément fort ça peut être un élément fort pour certains. Comment justement qu'est-ce que tu penses être les caractéristiques fortes d'un revenu manager? Parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent comment je fais pour recruter? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me rédiger une annonce? Est-ce que tu peux m'aider à sélectionner des candidats? Comment toi, tu présentes ce job? Quels sont les critères que tu recherches? Puis comment tu fais pour sélectionner? Oui. Nous aussi, on accompagne aussi certaines structures à recruter un revenu manager. Pour la partie recrutement, il faut quelqu'un qui soit analytique, qui ait l'esprit analytique, le goût des chiffres. Ça, c'est la base de notre métier. Après, il y a cet aspect bon communicant. Ça dépend des entreprises, mais c'est vrai que quand même, dans beaucoup d'entreprises, quand on est un RM interne à la structure, il va falloir expliquer ce qui est fait, il va falloir donner du sens et faire adhérer autour de soi les collègues. Donc, cette notion d'analytique, de rigueur, d'être un bon communicant. Je réfléchis s'il y a d'autres qualités qui sont importantes. Ouais, globalement, c'est ça. Après, on rentre plus dans le détail sur les compétences métiers, tu vois. Ouais. Moi, ce qui a beaucoup fait la différence. Ouais. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Enfin, je voulais rajouter des critères, en fait, c'est pour ça. Donc, vas-y. Oui, d'accord. Je rajouterai après mes critères. Juste un dernier point, c'est ce qui a beaucoup fait la différence, et ça semble complètement nul parce que tu vas me dire, il était temps que tu t'y mettes, mais c'est que les premiers ou deux premiers recrutements, j'avais pas forcément fait d'exercice de revenu management. Grosse erreur. Et en fait, après ça, j'ai mis en place un exercice de revenu management et un exercice d'Excel. Et ça a tout changé sur la perception. Oui, la compétence technique aussi. Dans certaines structures, c'est vraiment important de maîtriser notamment Excel et potentiellement d'autres outils. Donc ça, c'est intéressant à tester. Voilà. Pour notre audience, un petit exercice très simple. On sort une base de données en CSV. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très longue, donc avec juste des séparateurs de virgules. Déjà, le candidat, il faut qu'il sache reformater un fichier CSV en fichier Excel. Derrière, on lui fait coller un tableau croisé dynamique, éventuellement une ou deux variables à créer. C'est des exercices très simples et qui permettent déjà tout de suite de voir si la personne ne raconte pas des histoires sur ses compétences techniques, de voir si elle maîtrise l'outil Excel. Parce qu'un revenu manager qui ne maîtrise pas Excel, on est vraiment embêté quand même. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je rajouterais deux éléments à ce que tu as dit dans les compétences. Il y a la partie communicant oral, mais il y a aussi la partie communicant à l'écrit. Et je trouve que de faire rédiger une petite note de synthèse, quel que soit le sujet, de voir comment la personne présente, comment elle utilise l'expression écrite en français et en anglais. Alors, ça dépend bien évidemment des secteurs et de l'internationalisation du job. Pour moi, c'est très important parce qu'on est, notamment quand on est en télétravail, l'écrit est devenu fondamental. Nous, on utilise Slack, donc
tout est écrit. On utilise le workspace de Google, donc on laisse des choses écrites. On passe beaucoup de temps à écrire des éléments. Et puis, il y a la partie aussi, on le disait tout à l'heure, dans la finesse, c'est la partie émotionnelle aussi. Comment la personne va se comporter dans une situation tendue et de faire des jeux de rôle en disant moi je suis le GM pénible ou au contraire celui qui est complètement paniqué. Comment la personne va s'adapter à ces changements, comment va s'adapter à son auditoire dans des métiers comme nous où on est en contact avec énormément de clients, avec des origines. Toi comme moi, on n'est pas avec nos clients, c'est pas du corporate, donc ce sont pas nos entre guillemets les salariés de la boîte. On est bien obligé de traiter avec des clients extérieurs, on est obligé de faire avec une variété d'interlocuteurs et une variété de cultures. On en parlera quand on va arriver sur J'affiche complet, mais en tout cas, chez Weyield, on a très peu de clients français, donc on est obligé de travailler là. On est en train de travailler avec des Saoudiens, avec un Argentin, un Islandais, un Réunionnais. Enfin, tu couvres énormément de cultures. Il faut aussi s'adapter à chacune d'entre elles et c'est très intéressant et ça demande un peu de flexibilité quand même. Ouais. Et en même temps, les clients nous attendent d'être cadrés, donc c'est très intéressant. C'est un peu je cherche le terme en psychologie, mais c'est schizophrénique un peu. Voilà, c'est ça. On te demande d'être super adaptable, et en même temps, les mecs attendent à ce qu'ils soient bien cadrés, que tu leur donnes des directives. Donc, comment tu arbitres entre tous ces éléments-là? C'est rigolo, quoi. Ouais, et alors, du coup, tu trouves assez facilement, au travers des valeurs que tu partages, des candidats? Ouais, ça, sur ça, je touche du bois. C'est vrai qu'on n'a pas de difficulté à recevoir des CV. Je pense que ce qui fait aussi qu'on n'a pas de difficulté à recevoir des CV, c'est qu'on est innovant d'un point de vue RH. C'est-à-dire qu'on propose, dans un environnement dans lequel notre métier peut souvent n'être exercé qu'à Paris, nous, on propose aux gens d'exercer leur passion où ils veulent, en fait. Et ça, c'est chouette parce que quasiment une grosse partie des personnes qui sont chez J'affiche complet étaient intéressés par le poste aussi parce que c'est du télétravail à 100% et qui vont pouvoir du coup enfin vivre à l'endroit où ils souhaitent vivre. Et ça, tu as vu ce changement-là finalement depuis la Covid ou c'était déjà quelque chose que tu avais en place? Parce que toi, tu as commencé J'affiche complet bien avant la Covid. Ouais, c'est ça, ouais, en 2019. Ouais. Donc, ouais. Ça a toujours été sûr que la société serait 100% en télétravail, même avant, en effet, le fait qu'on soit confiné, que j'avais, pour entreprendre et pour créer l'entreprise, j'avais beaucoup été inspirée du contenu qui est créé par Olivier Roland, qui est un entrepreneur qui a une société asynchrone. Donc, lui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de rendez-vous, il n'y a même pas de réunion. Tout doit être fait, quelle que soit la localisation des membres de l'équipe et quel que soit le fuseau horaire des membres de l'équipe. Donc, ça va encore plus loin. Mais je trouvais ça assez inspirant, et notamment sur la partie liberté géographique. Parce que moi, j'ai vécu pendant 11 ans à Paris et c'était pas par goût pour la Tour Eiffel, quoi, clairement. Pendant longtemps, j'avais vraiment envie de pouvoir vivre ailleurs. Bon, au final, heureusement que je suis pas partie, j'ai rencontré mon mari. Donc, c'était quand même chouette, mais j'aurais vraiment voulu pouvoir vivre ailleurs. Et aussi, j'avais beaucoup de collègues qui, au fur et à mesure des années, voulaient quitter Paris et se retrouver dans, franchement, 95% des cas, à rechercher autre chose que du revenu management, malgré une passion avérée pour ce métier-là, simplement parce qu'à un moment donné, ils se disaient, j'en ai marre, j'ai envie de déménager à Nantes, à Bordeaux ou ailleurs, et je trouve pas de travail dans notre domaine, donc je vais devoir faire autre chose, en fait. Ah ouais. Et ça, c'était un problème. Et je me suis dit, il faut aussi apporter une solution avec ça. Donc, en fait, ces deux aspects-là m'ont fait dire tout de suite que ce serait une société en distanciel. Et tu t'es jamais confronté à... Enfin, comment tu gères du coup cette distance avec tes collaborateurs? Comment tu organises des points, une fluidité? Comment tu as traduit en fait ces concepts que tu as lus chez Olivier Roland pour J'affiche complet? En fait, ça s'est fait au fil du temps. Déjà, je suis pas... c'est pas parce que J'affiche complet est 100% distanciel que je suis absolument convaincue que travailler en bureau, c'est du passé et que l'avenir, c'est le full distanciel. Je pense que les deux extrêmes
ont leurs inconvénients. C'est-à-dire le 100% bureau a beaucoup d'inconvénients et le 100% distanciel peut aussi avoir des inconvénients qu'il faut adresser. Dans les inconvénients qu'on peut adresser, c'est que d'abord, à ma grande surprise, c'est plus difficile pour les profils plus juniors. Je pensais au début que justement, ça attirerait des profils de gens qui sont libres, totalement libres géographiquement. Et par là, j'entends le fait de ne pas avoir d'enfants, par exemple, qui peut permettre de se dire, tiens, bah, je fais 3 mois ici, 3 mois ailleurs, etc. Je me suis rendu compte que pas vraiment, finalement, que ça allait à l'inverse, plutôt attirer des profils de gens comme moi qui sont un peu contraints par les enfants, les différents sujets de la vie familiale et qui trouvent justement une flexibilité et un allègement de la charge mentale lié au fait que on peut travailler depuis la maison. Et j'ai remarqué aussi que du coup les jeunes ont envie de vivre au moins une première fois ce combo vie de bureau, réunion, cantine et machine à café. Donc ça, c'était un étonnement aussi pour moi et que ça pouvait être plus difficile pour eux aussi d'avoir ce côté, ben, je me prends en main un peu seul pour travailler, quoi. Notamment, je pense aux stagiaires. Et pendant longtemps, on n'a plus du tout eu de stagiaires chez J'affiche complet parce qu'en fait, j'y croyais plus. Parce que je me disais, bah, ok, c'est pas grave, mais c'est juste qu'ils sont jeunes et pour eux, c'est difficile de pouvoir justement se prendre en main pour travailler. Et donc après ça, les challenges qu'il y a sur le full télétravail, c'est que si quelqu'un, quand on a dans l'équipe, comme ça peut arriver dans toutes les entreprises, quelqu'un qui décroche en fait, qui se sent moins motivé à son poste, etc., c'est plus challengeant pour le voir, pour l'aider et pour l'accompagner. Donc sur ça, on est obligé d'être super affûté sur ça, de s'assurer que tout le monde va bien tout le temps pour ne pas rater ces informations-là. Mais on a des routines qui sont... Ouais. Ah, c'est ça, exactement ce que j'allais poser. Vas-y, c'est exactement ça. Car comment vous faites justement concrètement, quoi? Comment on fait concrètement? Donc on a des routines justement qui font que déjà on ne se sent pas seul, on a vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe et que le travail se passe bien. Donc déjà on se voit en fait 2 fois par an, on fait des grandes réunions d'équipe. Là la dernière c'était fin octobre, on s'est tous vus à Nîmes, on passe 2 jours ensemble. Par exemple, on a défini nos valeurs à Nîmes cette édition-là. On a fait du laser game, donc c'est vraiment chouette et ça nous permet de nous voir. On a fait un cours de cuisine ensemble, c'est cool. Et au-delà de ça, on se voit tous les matins. C'est-à-dire que chaque équipe organise tous les matins un petit morning meeting pour parler des enjeux. Donc, selon les équipes, la durée va dépendre. L'équipe revenu management, elle a tendance à se réunir pendant 1 heure le matin. L'équipe data, finance, ressources humaines, ils se réunissent plutôt pour un morning café tous les matins, donc ça dure 15 minutes. Et on a évidemment un rendez-vous hebdomadaire. Chaque collaborateur a un rendez-vous hebdomadaire avec son manager. Et on fonctionne avec beaucoup d'outils digitaux. C'est-à-dire que pour remplacer, par exemple, le côté je vais voir un collègue et je regarde ce qu'il y a sur son écran pour l'aider, on utilise Loom. Loom, c'est un système qui permet de filmer l'écran en même temps qu'on se filme en disant tiens, bah là, je suis en train de faire ça, regarde ce que ça donne, je ne comprends pas trop. On enregistre, on envoie aux collègues et ils nous aident en ayant vu notre écran. Donc, c'est plein d'outils comme ça qui nous permettent de collaborer. Et puis là, justement, comme on continue à travailler sur ce sujet-là, on a des membres de l'équipe qui vont s'organiser des déj entre eux, par exemple. Donc, ils déj ensemble en visio, mais pour pouvoir avoir ce temps d'échange qui est plus off. Et on se disait même qu'il fallait organiser des cafés aussi entre nous. Donc, on avance et on fait en marchant. Ah, nous, on a beaucoup. Je rejoins énormément ce que tu viens de dire pour la jeune génération. Chez WeYield, on a effectivement des managers qui sont plutôt des quadras et des collaborateurs qui sont des jeunes collaborateurs, y compris des apprentis ou des stagiaires sur la partie tech. Et chez WeYield, on a toujours eu des bureaux qu'on paye au mois. Les équipes s'y retrouvent en général, les équipes tech, 2 jours par semaine, toutes les semaines. Et puis, en fonction des besoins des uns et des autres, on arrive à se retrouver le mercredi ou le mardi tous ensemble. Il y a aussi des collaborateurs à l'étranger, donc ça, c'est plus compliqué. Et nous, chez WeYield, cette sorte de réunion physique, comme tu le dis, moi, j'appelle ça le merci-minaire.
Alors le merci pour dire merci et minaire pour faire genre séminaire, mais en fait on bosse pas à ce moment-là. L'idée c'est vraiment de se retrouver, de passer un bon moment. Et la spécificité de Will, c'est qu'en fait tous les ans c'est un collaborateur qui est en charge de l'organiser. Euh, et on n'est que deux personnes à le savoir, c'est-à-dire lui et moi qui paye et lui qui organise. Et en fait l'objectif c'est aussi que lui organise ou elle organise en fonction de ses passions. Et ça permet de rentrer en fait beaucoup plus dans l'environnement du collaborateur parce que un jour on va aller faire une balade en montagne parce que Christian Caderet, notre CTO, est dingue de montagne, donc on est allé faire une nuit en refuge, etc. Enfin, un truc très difficile, mais bon, quand même, il fallait le faire. Une autre fois, on est allé faire du cheval en Camargue parce que notre doctorante en mathématiques, elle adore ça. Donc voilà, tous les ans, et là, il y a un nouveau collaborateur qui est commencé à chercher, parce que c'est lui qui s'est proposé, de dire, ah ben moi, je voudrais organiser le prochain. Et ça permet effectivement de chacun rentre dans l'univers de l'autre de façon très profonde parce que c'est sa passion. Ça peut être des jeux de rôle, ça peut être, tu vois, vraiment n'importe quoi en fait. Hein. On essaye de vérifier que les niveaux physiques, parce que les jeunes parfois ils veulent faire des trucs très physiques et il faut dire attention, il y a aussi des vieux dans l'équipe. Tu vois, mais néanmoins, on trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de rentrer vraiment dans le domaine personnel de la personne, si elle a envie, et de mieux la comprendre et pourquoi c'est sa passion. Tu vois, entre faire une balade en montagne, une rando et faire du cheval en Camargue, ça n'a rien à voir. Mais en fait, on découvre mieux la personne. Et dans ces moments asynchrones qu'on vit quand même beaucoup via nos outils et notre mode de fonctionnement, c'est important, je suis d'accord avec toi, de se retrouver, quoi. Et de passer un bon moment. Alors nous, à ce moment-là, on bosse pas. Voilà, ça c'est un truc fort. On se retrouve à un autre moment pour bosser, mais pas cette occasion-là. L'idée, c'est vraiment de se passer un bon moment ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle pas un séminaire, mais un merci-minaire. Et du coup, si on refait le lien, alors bon, tu as travaillé aussi un peu au Club Med, mais comme le temps avance, et je voudrais pas non plus, je voudrais vraiment qu'on focalise sur cette expérience de J'affiche complet. Comment t'es venue cette vision ou cette volonté de développer un business autour de la location, de la colocation, puis ensuite du revenu management, mixer cette industrie avec ta passion de l'optimisation? En fait, c'est en investissant en immobilier. On a acheté notre résidence principale avec mon mari. Et comme j'avais peur de faire n'importe quoi, je me suis dit, bon, l'immobilier, c'est quand même un sujet sérieux et tout ça. J'ai acheté un livre, merci l'algorithme Amazon, hein, j'ai acheté un livre qui s'appelle Adieu patron de Romain Caillé, qui du coup explique comment en fait ce mec s'est mis à vivre de l'immobilier en commençant par acheter des places de parking. Et je me souviens très bien de l'endroit où j'ai fermé ce bouquin. J'étais au mariage d'une amie en Israël et on était sur la plage avec mon mari. Je finis le livre, je ferme le bouquin et je dis à mon mari, je sais ce qu'on va faire. On va investir en immobilier, on va continuer comme ça et tout ça. Sauf qu'avec ce livre, j'avais compris que si on veut investir en immobilier, c'était la pire idée de commencer par acheter sa résidence principale. Sauf que on signait chez le notaire quelques semaines après, donc l'affaire était un peu classée. Donc je me dis, c'est pas grave. On avait acheté un appartement qu'on a toujours d'ailleurs à Malakoff, à côté de Paris, avec 3 chambres. Je dis, écoute, on va faire de la location saisonnière dans notre bien. Donc, je te laisse imaginer sa tête. Il s'est dit, bon, je dirais dans quel drap je me suis mis, moi. Je suis mariée avec quelle fille? C'est qui cette nana? Bon, il connaissait un peu le spécimen quand même, mais, mais il était dans un projet Notre Nid douillet, tout ça, ça commençait à s'éloigner un peu le projet Nid douillet, là. Mais ce qui a été en ma faveur, c'est qu'on devait financer notre mariage à venir, qui était dans pas si longtemps que ça. Donc, il s'est dit, bon, ok, ça va nous donner des fonds pour financer le mariage, on lance ce truc-là. Et je me suis aussi rapprochée des milieux d'investissement immobilier et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu 2 éléments déclencheurs. Je me suis rendu compte que les collègues investisseurs immobiliers, ils avaient les mêmes problèmes qu'on résolve toute la journée, que moi je résolvais chez Club Med, c'est-à-dire comment je mets mes frais de ménage, comment je fais varier mes prix, qu'est-ce que je mets comme durée de séjour minimum. Mais sauf que je remarquais que dans ce milieu-là, personne n'expliquait en fait les méthodologies de revenu management. Et donc moi, sur les forums, j'aidais les collègues, je passais du temps à expliquer les méthodes, etc. Mais je me suis dit, il faut aller plus loin en fait.
Et l'autre chose qui a été aussi un déclencheur énorme, c'est que quand j'ai commencé avec les chambres chez nous en location saisonnière, je suis partie un peu fleur au fusil, quoi. Je me suis dit, bon, Élise, tu as plein de trucs à apprendre sur la location saisonnière, sur le terrain, sur les outils. Par contre, s'il y a bien un sujet sur lequel, je pense que tu connais un peu quand même, c'est la tarification. Et alors, vraiment, je me suis plantée, mais lamentablement. C'est-à-dire que je mettais des prix beaucoup trop bas. Et je m'en suis rendu compte assez vite parce que les voyageurs me disaient, oh là là, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et quand j'avais une annulation à 21h, dans la demi-heure qui suivait, j'avais une re-réservation. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, il y a un problème. Donc, au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, là, il y a quand même un truc, à mon avis, à creuser. Et j'ai commencé à chercher les éléments que j'avais l'habitude d'avoir d'habitude dans mon travail, quoi. J'ai cherché des données de marché, j'ai commencé à chercher tout ça. Quand j'ai trouvé les données de marché, je me suis effectivement rendu compte que j'étais en train de brader complètement mon activité. Et ça a été une claque de me rendre compte que après avoir fait ça pour 37 villages Europe-Afrique au Club Med avec un portefeuille de 800 millions d'euros, pour les 2 chambres chez moi, j'avais pas été capable de faire du bon boulot. Donc c'était une sacrée claque, mais ça concourait aussi à me confirmer qu'effectivement il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait adapter les méthodes des grands groupes à la location saisonnière et communiquer ça au domaine d'activité, que c'était important et intéressant. C'est très intéressant ce que tu viens de dire sur la partie, je trouve, entre l'impact perso quand tu es directement impliqué avec ton ventre et quand tu es finalement, «détaché» entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, quand tu es salarié d'un grand groupe, tu dis 800 millions d'euros, 37 villages au Club Med, et cetera. On peut te dire: «Ah non, mais la nana, elle est hyper experte, quoi. Comment elle peut faire ça?» Bah ouais, mais en fait, là, tout d'un coup, c'est ton argent, c'est ton business. Presque comme si ton cerveau, il avait changé d'étage, tu sais, de mode de Oui, réflexion et ouais, bah, en fait, très rapidement, tu t'es rendu compte: «Ah, il y a un truc qui va pas là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je déconne complètement, ouais, c'est j'adore». ça. C'est intéressant parce que alors, je pense que pour le coup, on est exactement dans le même domaine. Une des caractéristiques fortes, tu vas me corriger si je me trompe, dans la location saisonnière et la location de voiture, c'est que la plupart de nos clients sont leurs propres propriétaires. Donc on parle de leur argent et ça, Ouais. ça change tout Mmh. quand tu travailles au Mmh. niveau de corporate, avec des Ouais. pays, avec des agences, peu importe, où les mecs sont des salariés de leur activité. Mmh. Versus le gars, tu gentil vieux, hein, mais moi, je fais un chèque de X millions d'euros tous les ans pour changer ma flotte de véhicules. C'est mon argent avec mes négos avec mes banques. Et Mmh. pareil, j'imagine, tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est pareil pour toi. Les gens avec qui tu parles sont les Oui, oui. propriétaires. Ils mettent leur propre argent. Ouais, Ça nous met un exactement. petit peu bien sur le concret. On n'est plus en train de rester sur de la théorie là, hein. Exactement. Mais tu vois, c'était ça qui m'avait incité aussi à créer une entreprise. C'est que, au-delà vraiment de la gratitude immense que j'ai pour le Club Med et pour ce poste qui était génial que j'avais au Club Med, j'ai adoré l'entreprise, j'ai adoré les gens, j'ai adoré mes missions, j'ai tout aimé, j'ai adoré mes managers. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'avais un peu cette petite crise de la trentaine de me dire, mais en fait, quel est le sens de tout ça finalement? Parce que mon job dans la structure, c'est de maximiser le chiffre d'affaires. Je maximise l'enrichissement d'un actionnaire. J'ai rien contre l'actionnaire de Club Med, mais en fait, j'étais un peu en quête de sens. Et quand je suis rentrée dans ce milieu de la location saisonnière, de l'immobilier, j'ai trouvé des vraies histoires derrière tout ça, en fait. Parce que qu'on soit investisseur en immobilier, qu'on soit une conciergerie de location saisonnière, un sous-loueur professionnel, une agence IMO, un gîte ou une maison d'hôte, derrière ça, il y a des projets de vie, en fait. Et c'est ça qui m'a fait vibrer très vite. C'est que même si on colle parfois à l'immobilier une image de requins et de gens qui veulent s'en mettre plein les poches, en fait, non, pas du tout. C'est juste des monsieur et des madame tout le monde qui veulent avoir un complément de revenu, qui veulent avoir de quoi payer les études des enfants ou juste préparer la retraite. Et ça, c'est des projets pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et qui me donnent vraiment envie de mettre au plein. Tu vois, et c'est marrant parce que tu vois ce que j'ai fait là, je me suis relevée dans ma chaise quand j'ai parlé de ça, tu vois, tellement c'est un truc qui me tient dans les tripes, quoi. Je me dis, en fait, mes compétences de maximisation du chiffre d'affaires, je l'ai fait pour ça. Et ça vraiment, ça me tient à cœur. Vraiment, ça m'a animée tout de suite, quoi.
Et en plus, tu l'as vécu pour toi-même, donc tu l'avais dans tes tripes en même temps, parce Aussi. que au même Ouais, niveau que tes interlocuteurs, que tes clients finalement. Tu l'étais à exactement. l'époque, Et moi, peut-être tu c'était l'es pour payer mon toujours. mariage. Ouais, complètement. Ouais. Du coup, tu as fait Non, mais un gros oui, c'est des mariage ou tu as projets fait, comme ça. t'as fait un très gros mariage, tu as fait un tout petit mariage? Ben, franchement, on est content avec mon mari parce que grâce à ça, après, on a bien charbonné. Hein, parce que location saisonnière de 2 chambres chez soi, je peux te dire, tu charbonnes. On faisait tout nous-mêmes, le ménage nous-mêmes et tout ça, les arrivées, les départs, tout, tout, tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de regret avec mon mari parce qu'on a pu faire le beau mariage qu'on voulait, quoi. En tout cas, c'était notre référence du beau mariage qu'on voulait et on était hyper contents, quoi. Vraiment. J'aime bien cette notion de, tu disais tout à l'heure, donner du sens et finalement, et pourquoi, c'est pourquoi on fait les choses. Nous, on fait très attention au, tu sais, en anglais, on dit le why, le how et le what. Et souvent, on parle du quoi, en fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on le Ouais, fait, machin. En fait, le plus important, c'est pourquoi on fait les choses. C'est quoi ouais. notre vision forte, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et c'est OK, quelle que soit la vision qu'on a et ce qui nous fait vibrer, c'est OK, c'est très personnel, que ce soit un professionnel, un indépendant, comme tu le disais, c'est pour préparer ta retraite. Tout est louable. À Mm. partir de là, derrière, Exactement. qu'est-ce qu'on va mettre Mm. en œuvre? Comment on va le mettre en œuvre? Et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre uniquement? Troisième niveau, avant de s'occuper tout de suite, on fait quoi? Et clairement, ça donne une dimension, et une dimension personnelle, comme tu l'as dit, une forte implication. Et donc, du coup, tu as lancé ensuite J'affiche complet. C'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai lancé J'affiche complet. Ouais. J'affiche complet qui est du coup aujourd'hui le seul acteur sur un format agence comme ça, le seul acteur expert de la location saisonnière en France et en francophonie à ma connaissance. Et alors, comment tu as commencé? Tu as juste dupliqué ce que tu avais fait? Comment tu es passé à l'échelle, en fait, entre ce que tu faisais pour toi et pour ta location à tes 2 chambres, tes colocations à Malakoff, à ben, partager ça avec Tu disais que tu étais beaucoup sur des forums, donc tu étais déjà un peu connu, en fait, parce que tu filais des Non, non, j'étais tuyaux. pas du tout connue. Et puis je sais pas si je suis connue aujourd'hui, mais en tout cas, non, non, j'étais pas du tout connue. Mais au début, en fait, je partageais du contenu. Alors la chaîne YouTube, pas tout de suite. Au début, je faisais des articles sur le site. Et oui, j'aidais les gens sur les groupes d'investisseurs. Euh, C'était un peu dur au début. Et après, j'ai commencé à créer la chaîne YouTube pour faire des vidéos et tout ça. J'avais des gens qui me disait que j'avais inventé ma méthode, au début, on m'a même dit le revenu management, qu'en gros, je savais même pas écrire, quoi, parce que ça s'écrit en anglais, revenu management. Et donc, il y a des gens qui me disaient, bah, revenu, ça prend un E déjà, tu vois, ces choses-là. Et j'étais un peu blessée par ça, mais je pense par bêtise, tout simplement, parce que c'est vrai que. Alors, ça, c'est un truc qui est aussi intéressant sur l'entrepreneuriat, c'est que euh, du jour au lendemain, quand on a un parcours dans les grands groupes, il y a quelque chose qui est socialement facile à expliquer. C'est-à-dire que, ah, qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour Club Med. Ah, je connais cette boîte. Ah, tu fais quoi? Ah bon, tu as une équipe? D'accord. Et donc, en fait, les gens, il y a une sorte de, ouais, je crois qu'on peut dire, de reconnaissance sociale qui est associée à l'ensemble des postes de salariés, quel que soit le niveau hiérarchique, parce qu'on connaît les noms, etc. Du jour au lendemain, quand on devient entrepreneur, on devient un savant fou dans sa chambre qui fait un truc chelou que personne comprend. Et en fait, c'est vrai que cette transition-là, peut-être que j'ai péché par ego, je ne sais pas, mais je suis assez à l'aise pour en parler parce que je me dis que je pense qu'on peut tous être un peu victimes de ça au début. Je suis passée d'un truc où ma connaissance en tant que revenu manager expérimenté était connue et reconnue par l'intérieur de l'entreprise et par les pairs. J'avais pas besoin d'être surévaluée, mais simplement évaluée à la juste valeur de mon expérience. D'un coup, j'étais plongée dans un bain où j'étais parfois sous-entendue comme une mytho. Parfois, il fallait vraiment que je défende le fait que non, c'était un métier, que j'explique, etc. Et en fait, ce qui est positif, en tout cas dans cette histoire, c'est que au début, ça me faisait mal, ça me blessait, parce que j'ai en plus la droiture et l'honnêteté en valeur cardinale de ma vie. Donc, être sous-entendu comme une mytho, c'était un peu hardcore. Mais du coup, c'est de ça qu'est née la chaîne YouTube. Parce que je me suis dit, bon, bah, Élise, bah, c'est pas grave, allez, tu te débrouilles, mais en fait, va falloir expliquer, va falloir faire cette pédagogie, va falloir accepter de le faire, et ça va être vertueux. Et en fait, j'ai pris goût aussi à partager le contenu comme ça gratuitement, parce que c'était une façon aussi généreuse de donner
aux gens pour leur montrer que c'est sérieux, qu'il y a des choses à gagner, à en faire. Et voilà, en fait, quelque chose de très chouette est sorti de ça. Mais j'en parle parce que on n'est pas forcément prévenu. Au début, ça peut faire un peu mal, mais c'est rien de grave. Alors, l'entrepreneuriat, ça nettoie de son ego, ça c'est canon. En l'entrepreneuriat, avoir une chaîne YouTube, meilleur atout contre un ego. Tu t'es mis quand même vachement en danger, hein. Tu as eu du courage pour affronter ces moments-là, parce que pour certains, finalement, tu disais qu'il y a une sorte d'aura sociale à être collaborateur d'une entreprise, et encore plus quand dans un job très technique, très bien perçu, dans une grosse boîte avec une aura incroyable. Et en même temps, tu t'es mis en danger, quoi, pour faire ça, tu vois. Et au même titre que tu t'es mis en danger quand finalement tu as dit dans ton appart à Malakoff, attends chérie, sur les 3 chambres, on va en mettre 2 en coloc, quoi. Ouais, je crois que j'ai un goût pour le risque. Je me suis aussi mis très très fort en danger quand j'ai créé le rendez-vous national de la location saisonnière, pour ne rien te cacher. Ouais, je crois qu'il y a un goût pour le risque. Mais comment tu vas-y, facile. explique, c'est quoi ce rendez-vous de la nationale de la location saisonnière? Comment c'est quoi cette mise en danger que tu as? Mais en fait, la genèse de ce truc-là, c'est que chez J'affiche Complet, on travaille avec tous les acteurs de la location saisonnière. Donc, aussi bien investisseurs que conciergerie, que sous-loueurs professionnels, agents IMO et gîtes et maisons d'hôtes. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte, parce que nous, on évoluait avec tous les acteurs, que déjà, il y avait des guerres de clochers, c'est-à-dire que les investisseurs blâmaient les gîtes et maisons d'hôtes, les gîtes et maisons d'hôtes blâmaient les investisseurs, les conciergeries blâment les agents IMO blâment les conciergeries. Donc, je me suis dit, OK, il y a des guerres de clochers. En même temps, pourtant, à la fin de la journée, on fait tous le même métier, c'est-à-dire qu'on donne un logement avec un lit et une douche chaude pour des gens qui ont besoin de dormir ailleurs que chez eux. Donc, c'est quand même dommage parce qu'on fait le même job à la fin de l'histoire. Et aussi, ce dont je me rendais compte, c'est que ces domaines-là évoluaient en silo avec des solutions intéressantes trouvées de part et d'autre, mais qui ne sont jamais mises en commun. Donc, je me suis dit, il faut qu'on ait un événement qui permette ça, justement, de se parler entre nous, de montrer aussi qu'on est une profession et un métier fort et présent sur le tissu économique français. Parce qu'il y a aussi un gros challenge dans notre domaine d'activité, c'est qu'on n'est clairement pas aimé. On n'est pas aimé, on est très décrié dans les médias et on a aussi, du coup, beaucoup il y a encore eu, il y a quelques jours, des décisions qui ont été prises par les gouvernements. On a beaucoup de challenges qui sont posés sur le chemin d'un point de vue juridique et légal. Donc, le fait de créer cet événement, c'était pour adresser l'ensemble de ces enjeux-là. Et là où, pour répondre à ta question, là où ça a été assez challengeant, c'est que déjà, l'enjeu financier était important. Organiser un événement comme celui-ci, ça coûte plus de 300 000 euros. Et en fait, je me suis lancée dans ça en étant une société qui avait 3 ans et demi d'expérience dans le domaine. Donc, clairement, l'ensemble des marques, même si on commençait à être reconnu dans le domaine d'activité, mais l'ensemble des marques se sont dit, mais qui organise ça en fait? Un truc comme ça? Qui ça? J'affiche complet? Genre, Élise Ripoche? Ok, en plus, j'étais enceinte jusqu'au cou quand j'ai fait ça. Donc, clairement, autant te dire que vraiment, les gens ont été respectueux. Personne ne m'a dit, non, mais clairement, tu vas pas réussir, tu te rends pas compte, mais tu vas pas réussir. Personne ne m'a dit ça. Mais les marques étaient dubitatives. Tout le monde était dubitatif. J'ai une immense reconnaissance pour les 47 marques qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Et ça s'est super bien passé. On a eu 1300 participants et ça a été très apprécié de la profession et des visiteurs. Mais c'était dur à lancer. Attends. Pour le premier événement, tu as eu 1300 participants? Ouais, on était 1300. C'est un truc de dingue quand même. Quel succès! C'était un gros boulot. Ouais, non, mais bien sûr, mais attends, il n'y a rien sans rien. Mais attends, tu crées un événement de toutes pièces. Moi, je me rends pas compte, hein. Je fais des événements qui n'ont rien à voir en termes de taille. Mais je sais le stress que ça représente et la mise en danger. Et tu dis là, tu te jettes vraiment dans le grand bain sans gilet de sauvetage. Et tu sors un premier événement à 1300 personnes. Bravo, hein. Enfin, je suis bluffé, hein. Une belle satisfaction personnelle, hein. En fait, c'est ce qu'on m'a dit en sortant. Il y a même des messages sur LinkedIn de collègues. Je pense à un message de Romain, par exemple, il se reconnaîtra peut-être,
qui disait, et c'était hyper bienveillant et je l'ai hyper bien pris, mais il disait, à la place d'Élise, je me dirais, waouh, ça y est, je l'ai fait et tout ça. Et je suis sortie de ça sans me dire ça, en fait. Alors peut-être qu'il faudrait que j'en parle à un psychologue. Je suis content que ce soit sur le Revenu Machine podcast, en tout cas, tu vois, parce que moi, je suis bluffé. Ouais, je te dis, pour le faire, et tous les ans, j'organise 3 événements dans une communauté qui n'a rien à voir, mais je vois la difficulté, parce que je pense que ça n'a rien à voir avec le nombre d'audience, en fait. C'est simplement de se mettre en danger et le risque de se dire, et si personne ne vient? Ah bah oui, évidemment. Quel stress, évidemment. Quelle honte. Ben, en fait, le processus a été exactement celui-ci. C'est-à-dire qu'au début, il a fallu convaincre les marques. Jusqu'à assez tardivement quand même, c'était un peu difficile. En plus, j'ai fait des erreurs, j'ai recruté des commerciaux externes. Enfin bon, bref, il y aurait les une marques, liste, tu veux dire des une liste sponsors, des énorme. gens qui viendraient C'est ça, présenter. des exposants en fait. Okay. Donc au début, le challenge, c'était de convaincre les exposants. Après ça, j'ai réuni des exposants. Et donc, c'était cool de me dire, OK, il y a des exposants, des marques qui nous ont fait confiance et tout ça. Après ça, j'avais pas de visiteurs. Donc, je me suis dit, Élise, tu es dans une situation, exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire que je me suis dit, mon Dieu, mais on fait des erreurs dans notre travail tous. Mais je veux dire, cette erreur-là, qui aurait été de réunir des marques et d'avoir une sorte de flop avec aucun visiteur, mais c'est même plus une erreur professionnelle, c'est une humiliation publique, quoi. C'est vraiment, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai pas réussi à convaincre ces marques-là pour qu'au finalement, on soit 10, quoi. C'est pas possible. Impossible. Et donc après, j'ai appris aussi. J'apprends sur ce domaine, ce métier. Hein, c'est un métier. Organiser des événements, c'est un métier, c'est un univers tout entier. Et j'ai appris que du coup, les personnes se positionnent tardivement aussi sur des événements comme ça. Donc il y a une booking curve qui est un peu, il faut avoir la tête froide, quoi, en termes de prise de réservation sur l'inscription à un événement comme ça. Tout s'est passé très très tardivement finalement. Tu as dû avoir quelques sueurs. Hein. Mais en fait, pour être tout à fait concrète, pour la première fois de ma vie, je suis habituée à beaucoup travailler. J'ai une capacité d'absorption du travail qui est assez importante. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait pendant 3 semaines, tous les jours, des journées qui étaient de 8h à 2-3 heures du matin, tous les jours, 100 jours de pause pendant 3 semaines sans discontinuer. Enceinte de 7 mois. Je ne recommencerai plus. C'était un petit peu difficile. mais ouais, je faisais. Alors après, à part ces 3 semaines-là, j'avais des week-ends, je prenais des week-ends, mais oui, je faisais des journées qui étaient de 8h à 3h du matin pendant 4 mois. C'était hardcore. T'en es à combien, à quelle édition là, de ton rendez-vous national de la location saisonnière? C'est la deuxième. Donc là, la première édition, c'était en juin 2023. Et donc là, c'est la deuxième en mai. Donc ça va avoir lieu le 31 mai 2024. D'accord. Donc tu te remets sur le grill. Je me remets sur le grill. Je me remets sur le grill avec du coup l'ambition de faire quelque chose d'encore mieux, avec améliorer tous les aspects que j'ai identifiés cette année pour que ce soit encore plus performant sur plein d'aspects. Et puis je pense qu'on aura plus d'exposants cette année, comme c'est une deuxième édition. On a fait la preuve du concept, on a fait la preuve de l'intérêt aussi. Et en termes de visiteurs, je pense qu'on aura aussi plus de visiteurs. On vous mettra à l'audience le lien du site pour ce rendez-vous, cette deuxième édition du rendez-vous de la nationale de la location saisonnière. Il faut bien faire un peu de promo et d'expansion. Je sais qu'il y a l'audience qui est ça, mais en tout cas, c'est important de partager ce genre de choses. Le temps avance et je voudrais qu'on focalise sur un sujet qui est pour moi très sensible, c'est toute cette partie de partage de connaissances, d'éducation. Tu utilises, je crois, dans ton site la vulgarisation et ce terme peut avoir des connotations assez négatives. Moi, je le trouve en fait très ou le rendre populaire, accessible. Hein, c'est d'autres synonymes qu'on pourrait donner. Comment tu partages, tu évangélises en fait, tu partages cette connaissance avec des gens, comme tu disais, qui ont des horizons très variés. Il y en a qui sont des salariés de société, donc des conciergeries, j'imagine, des agences immobilières ou des réseaux. Puis il y en a d'autres, tu parles directement au propriétaire, le gars qui a mis sa retraite ou qui met 1000 € par mois de remboursement de crédit pour à terme récupérer l'appartement, comme tu dis, financer l'éducation des enfants.
Comment tu rends accessible? Quelle méthode tu as utilisée en termes de, je sais pas, de learning management, des LMS? Tu fais énormément de vidéos sur YouTube. Moi, je suis toujours bluffé par la quantité de contenu que tu partages. Ça a été quoi ta méthode et puis comment tu l'as fait évoluer au cours du temps, pour ton audience? Ben, c'est vrai que déjà, il y avait un point préliminaire, c'était de se dire, je me souviens, j'avais eu un échange avec une des personnes du master revenu management. Je ne vais pas mentionner son nom, mais parce qu'en plus, j'ai plein de bienveillance pour la personne, mais qui me disait au démarrage de J'affiche complet, mais Élise, vous allez former des particuliers au revenu management. Il y avait vraiment une forme de d'étonnement. Et moi, j'ai toujours eu cette conviction. C'est un truc, alors, autant en management, j'ai des milliards de choses à améliorer, autant il y a un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que je suis toujours persuadée que tout le monde est capable de tout. Et je crois vraiment en les gens. Et ça m'a toujours permis d'avoir aucun doute sur le fait que, oui, c'est des méthodologies qui peuvent tout simplement être assimilées. C'est pas un truc où il y a besoin d'être un matheux, ou parce que moi, je me considère pas particulièrement matheuse. C'est simplement un ensemble de méthodes et quand on les connaît, on peut les implémenter facilement. Donc, ce volet, oui, pédagogie et se dire que le revenu management, c'est quelque chose qui peut être appris de tous. C'est une conviction forte que j'avais dès le début et qui a été un terreau aussi fertile pour pouvoir démarrer comme ça. Et après, pour te répondre sur la partie purement comment, on a deux formats. On a soit de l'accompagnement individuel pour transmettre les méthodologies, ou on a du e-learning, donc avec des vidéos qui se débloquent tous les jours. En termes d'outils, on transmet un outil Excel qui a été adapté à l'allocation saisonnière avec tous les indicateurs de revenu management sur lequel on apprend la lecture et tous les parcours, que ce soit des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études, des personnes qui étaient avant ça aides-soignants, des personnes qui étaient sur des domaines d'activité complètement différents, apprennent le revenu management avec nos formations, apprennent à lire un outil avec des taux d'occupation, des prix moyens, des REVPAR, et du coup mettre en place les méthodes dans leur activité pour augmenter le chiffre d'affaires. Et ça fonctionne. On garantit même une croissance de chiffre d'affaires avec nos formations. Comment tu garantis? Et alors, si jamais c'est comment, insatisfait ou remboursé, c'est quoi Ouais, l'offre? on rembourse. Ah ouais? Oui, je suis sérieuse. On garantit plus de 20% de croissance de chiffre d'affaires, sinon on rembourse. T'as déjà beaucoup remboursé? Une fois avec quelqu'un qui m'a dit, une fois en 5 ans, ça fait 5 ans qu'on existe, avec quelqu'un qui m'a dit, ben non, voilà, il n'était pas convaincu de la formation. Et bizarrement, bizarrement, c'était la fois où justement je lui avais tout débloqué en urgence. Et il a voulu quand même profiter de sa garantie. Bon, en creusant, c'était quelqu'un qui faisait ça très souvent, qui demandait les déblocages très rapides des formations et qui, voilà. Mais bon, il a admis après. Bravo, hein, ça prouve bien que ça fonctionne et ça, je sais que c'est un engagement Oui. fort. Mais tu sais, par rapport à ça, ce pourquoi on est sûr que ça fonctionne, c'est parce qu'aussi, à côté de ça, on a là aussi l'agence J'affiche complet. On optimise 1700 biens toutes les semaines avec l'équipe J'affiche complet. Donc, on sait que les méthodologies qu'on met en place en location saisonnière, elles fonctionnent. C'est ça qui fait qu'on a cette garantie. Donc, si je comprends bien, dans l'organisation de J'affiche complet, tu as à la fois société de conseil et de formation, mais en même temps, tu fais pour. Donc, en fait, on te donne Oui. mandat, j'imagine, c'est ça? On te donne mandat pour Ouais, pouvoir gérer la partie pricing, optimisation et réservation au sens large. exactement. Ouais. Et tu prends en charge, donc c'est toi qui as un site web, c'est des marques blanches, chaque client va gérer son propre site. Alors, je ne sais pas si c'est via Airbnb, via d'autres plateformes ou peut-être même avec sa propre marque, son site à lui ou à elle. Et toi, derrière, c'est toi qui vas aller changer les prix, qui va aller faire des mises en avant. Tu vas gérer le marketing aussi avec le SEO, avec des choses comme ça? Non, nous, on est vraiment sur la partie revenu management. On va travailler avec le channel manager du client. Donc, la partie channel management, c'est vraiment la tour de contrôle entre les différentes plateformes de commercialisation, Airbnb, Booking, et au milieu, il faut une tour de contrôle pour centraliser la disponibilité. Donc, nous, on va travailler sur le channel manager du client et
et on pilote le revenu management depuis leur système. On a un outil de BI, on utilise Power BI qui nous permet de visualiser l'ensemble des indicateurs de revenu management pour notre client. Et on n'a pas d'algorithme tarifaire. Et voilà, et on met en place tous les leviers. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois avoir des recommandations sur la qualité de l'annonce, sur le titre, le choix de la photo numéro 1, mais on se focalise de prime abord beaucoup aussi sur les leviers du revenu management. Pour être utilisateur d'Airbnb depuis longtemps, c'est vrai que bon, toute cette partie-là, elle est quand même bien faite. J'imagine que là, pour le coup, Airbnb cadre quand même beaucoup, j'ai l'impression, les propriétaires, dans ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent le dire, etc. Booking, ça a l'air très structuré, mais il y a aussi des gens qui ont des sites web à eux, des petites... je suis marcheur sur le chemin de Compostelle, donc je vois bien un peu les types de gîtes ou de locations qu'on peut faire de temps en temps. Tu as quand même des trucs qui sont ultra simples, quoi. Donc, ça reste néanmoins Airbnb, Booking, et le reste, c'est quasi inexistant, ou tu as aussi tout ce qui est Gîtes de France, tout ça, c'est quand même assez structuré, ces sites-là, ou peut-être même des sites en direct, ou des agences qui ont plusieurs biens à louer. Ah oui, oui. Ben alors attends, là, c'est deux choses différentes parce que, mais tu as raison de le mentionner. Sur les agences, c'est des typologies d'acteurs. Les agences, c'est des typologies d'acteurs. Donc, agence IMO, conciergerie de location saisonnière, sous-loueur professionnel. Et après ça, on a les plateformes qui vont aider à commercialiser. Donc, sur les plateformes, tu as totalement raison. Airbnb et Booking, c'est les deux poids lourds du marché aujourd'hui. C'est les deux incontournables sur lesquels être présent. Sur la stratégie de distribution. Après ça, on a d'autres acteurs. En effet, comme Gîtes de France, il y en a aussi d'autres. Il y a des acteurs qui vont être spécialisés sur le type de séjour. Par exemple, il y a des acteurs comme Morning Croissant qui sont dédiés aux séjours plus longs. Il peut y avoir des plateformes qui sont dédiées à certains types de produits. Les lieux qui vont avoir des jacuzzis, par exemple, tout ce qu'on appelle les love rooms. Donc, il y a des sites dédiés aux love rooms, par exemple. Donc, ça, c'est pour la stratégie de distribution. Et, comme tu le dis, on peut aussi ajouter à la stratégie de distribution une stratégie de distribution en direct qui peut être menée et réalisée soit par l'agence, le sous-loueur, la conciergerie ou le propriétaire. Mais c'est vrai que selon le nombre de biens dont on dispose sur la ville, ça a plus ou moins de répercussions sur le business parce que si je suis propriétaire de 2 biens dans ma ville, je peux le faire, mais déjà, on ne va pas recommander de faire ça en premier. Il faut s'assurer d'avoir une stratégie SEO qui est hyper affûtée. Là, le SEO, ça ne va pas rentrer dans notre scope. Mais voilà. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que nous aussi, quand on conseille nos clients, nous, on essaye aussi qu'ils développent leur propre clientèle pour être moins dépendants de ces énormes acteurs comme Rental Cars, Cartroller, ces énormes brokers qui captent quand même énormément de marge. Aujourd'hui, on ne fait pas cette partie de conseil marketing, SEO, mais je me rends compte qu'il y a quand même un besoin. Et je ne sais qu'une société comme Stairway Management, par exemple, qui fait beaucoup de pilotage en outsourcing pour des hôtels 4 et 5 étoiles, a développé cette compétence. En fait, ce qui s'est rendu compte, Olivier Martin s'est rendu compte que c'est un vrai besoin et qu'on pouvait être un petit peu bancal si on faisait de la reco de pilotage, d'optimisation du remplissage et du prix, mais qu'en même temps, le site web n'était pas bien référencé, qu'on ne pouvait pas diriger vers de la clientèle directe, vers de la résa en direct sur son propre site, parce qu'il y a quand même 20 points. Enfin, j'imagine, je ne sais pas combien c'est dans la location saisonnière, mais globalement, on doit parler de 20 points de marge quand même, c'est loin d'être négligeable. Donc, oui, c'est ça, bien. Ouais, donc, et concernant l'outil de formation, tu disais que tu ouvrais des formations par niveau atteint pour que ce soit vraiment progressif. Tu utilises un outil en particulier en LMS pour gérer tout ça? Pour la formation en e-learning, Oui. Le système qu'on utilise, c'est LearnyBox, qui est un système qui permet d'avoir son interface de formation et d'avoir les vidéos qui se débloquent petit à petit. D'accord. Et quand tu restes toujours sur un format vidéo ou ça peut être aussi beaucoup de texte avec des petits quiz, avec des sortes de révision de connaissances pour vérifier que la personne a bien intégré? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter, qu'on n'a pas encore dans notre formation, mais qu'on va rajouter, tu as raison. Le fait de pouvoir avoir des quiz de temps d'étape pendant la formation. Sinon, c'est de la vidéo et c'est aussi le e-learning, il est associé chez nous à du coaching individuel.
C'est-à-dire qu'on est les seuls du marché à faire ça aussi, et ça me tenait à cœur qu'on le fasse. Quand on s'inscrit à notre formation pilotage rentable, on a 4 fois 30 minutes de coaching individuel avec un revenu manager expérimenté de l'équipe. Ce qui permet d'avoir des temps vraiment soit pour poser ses questions, soit pour partager aussi les stratégies qu'on est en train de construire avec quelqu'un qui fait ça toute la journée, quoi. D'avoir un retour expert. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que nous, on fait exactement le contraire aujourd'hui. C'est-à-dire que notre job, c'est vraiment de conduire, d'accompagner, presque de coacher notre client sur une période longue. On parle de plusieurs mois, 2 heures par semaine, toutes les semaines pendant 6 mois minimum. Et on s'appuie en parallèle sur du contenu d'e-learning qui permet d'avoir un suivi asynchrone, que la personne peut reconsulter aussi si elle a besoin, parce qu'elle a raté un truc, elle aimerait bien recomprendre comment on configure quel truc, tel élément dans la plateforme des apps de pilotage. Mais je vois qu'on est très similaires et pour nous, c'est une valeur forte, c'est-à-dire de toujours associer le contenu asynchrone e-learning avec vraiment le coach qui va venir t'accompagner dans ton contexte, en fait. Pas un truc générique, machin, avec des trucs un peu trop globaux, mais vraiment pour ta location, pour ta location d'appartement ou de maison et de location de voiture. Pour nous, c'est hyper puissant. En fait, il faut que la personne se sente accompagnée, je trouve. Supportée, en fait, par un expert. C'est prétentieux de dire que tu vas tout apprendre en vidéo, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des structures qui proposent des formations avec un coaching mensuel en groupe, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit à ajouter aussi. Mais je te rejoins sur le fait que, pour moi, vraiment, le fait d'avoir un temps individuel avec un expert, il n'y a pas beaucoup de choses qui remplacent ça, quoi. Vraiment. Hier, il y avait, donc à un moment où on enregistre, on est vendredi 2 février 2024, on a à Paris la chance d'avoir un Revenu Management Club, donc c'est un regroupement de professionnels de différentes industries et on vient parler de plein de sujets particuliers qui sont souvent assez pointus et on aime bien ça parce qu'on vient bien charcuter notre présentateur. Et hier, on avait Sama Karaki, qui est une professeure en neurosciences, qui est venue parler des problématiques d'apprentissage et des éléments dans le cerveau. C'était passionnant. Elle travaille aussi avec un gars qui s'appelle Albert Moukébert. Je mettrai les liens dans le podcast. Il y a des podcasts sur France Culture qui sont incroyables sur le mode de fonctionnement du cerveau. Et elle disait notamment qu'un des trucs les plus puissants qu'il y ait en termes d'apprentissage, c'est l'apprentissage en groupe, parce que tu as un effet d'appartenance. Ouais. Tu n'es plus individu séparé, tu es associé à un groupe et finalement la question que ton collègue posera, tu n'oseras peut-être pas poser alors que tu l'avais en tête. Et l'autre élément qui est elle appelait ça le peer training, vraiment presque la co-formation. C'est-à-dire que Emmanuel va venir dans le même niveau de connaissance, partager avec Élise, qui a également des problématiques. Et en fait, on les laisse faire tous les deux. Et s'ils ont un niveau minimum théorique avec un niveau d'apprentissage, elle disait ça en termes de fonctionnement du cerveau, c'est d'une puissance incroyable. Ouais. Ben moi, je t'avoue que oui, j'avais vu ce sujet-là du RM Club. Il faut leur dire au RM Club de le faire aussi en visio, hein, parce que comme ça, tout le monde peut venir. Ok, je passerai ça à Marie Gazon et à Loïc. Ouais, Marie, si elle regarde la vidéo, elle va se dire Élise, elle aurait pu me le dire quand même. Tu vois, par exemple, du retour, du feedback, très important, je suis d'accord. C'est ça. Mais je te rejoins et je comprends ce qu'elle dit, que c'est hyper vertueux. Après, pour avoir participé à beaucoup de formations aussi, moi, j'ai trouvé souvent que dans les groupes comme ça, où on se parle entre personnes qui se forment, en fait, on se parle entre... c'est des conseils de personnes qui débutent pour des conseils de personnes qui débutent, tu vois. Donc, il y a aussi un biais. Mais alors, je veux pas non plus... trouver du négatif là où il n'y en a pas. Mais ce que j'ai observé, moi, sur les formations dans lesquelles j'ai participé, où il y avait un groupe comme ça, où on pouvait parler entre nous, c'est qu'en fait, c'est souvent...
j'ai la version, j'ai une expression un peu vulgaire en tête, donc je cherche une version beaucoup plus politiquement correcte, euh, mais en gros, Tu c'est. vois du bullshit méga profond, c'est ça que tu avais en tête, par exemple? T'as dit quoi? Du bullshit, parce que hier, Sama Karaki Ah parlait oui, des bullshit non. méga profonds. Ah oui, d'accord, ok. Mais en fait, il y a un côté, il y a un risque en fait à ça. Et moi, c'est pour ça qu'à la base, j'ai pas construit une structure comme celle-ci. Et là, pour le coup, pour être tout à fait transparente, on réfléchit à le réintégrer justement, à ce qu'il y ait, en plus de ce qu'on propose déjà, des coachings mensuels, un groupe de communication privée justement pour avoir ce sentiment d'appartenance, etc. Mais à la base, je l'avais pas fait parce que je trouvais que c'était, de ce que j'avais vu souvent, des personnes qui, en me mettant dedans, parce que moi j'étais formée dans les structures que j'avais vues, c'était des personnes qui n'y connaissent rien, qui donnent des conseils à des personnes qui n'y connaissent rien encore aussi, quoi. Donc Est-ce que pour j'étais passer pas à ce, 100% convaincue. est-ce que pour passer ce cap, justement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, il faut faire très attention à ne pas les laisser en fait dans la nature. Est-ce que finalement, avec un superviseur de J'affiche complet ou de WeYield, c'est-à-dire pour être bien sûr que les C'est questions ça, qui vont c'est ce qu'on être va faire. levées, Ouais. tu vois, Mm. quand je dis le peer training, mais tu fais bien de le mentionner parce que c'était peut-être pas très clair et peut-être dans mon esprit, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'il soit supervisé en fait, Ouais, avec c'est un ça. Et instructeur de c'est ce WeYield ou qu'on de va J'affiche mener. complet pour que ça marche. Ouais, C'est ça. Ouais. sinon ça va faire des échanges à trop bas niveau. J'ai fait une fois ça entre deux clients, on les a mis en relation pour qu'ils discutent sur des sujets. J'avais prévu ma liste de questions pour voir comment on pouvait interagir avec les deux. Ils étaient sur deux marchés différents, deux marchés géographiques différents, donc il n'y a pas de notion de concurrence. Euh, j'ai pas pu en placer une pendant 1 heure et demie. Ça a été impressionnant. J'avais mes questions, j'ai pas pu en poser une. Les mecs, tout de suite, ça commençait à s'envoyer la balle et tout, mais d'une Génial. qualité, Trop bien. d'une profondeur incroyable. Donc, il faut faire effectivement attention aux interlocuteurs, à leur niveau, et qu'ils soient ouverts aussi à poser des questions, à échanger. Mais on n'a pas renouvelé l'expérience encore, mais je pense aussi que dans nos métiers asynchrones et géographiquement isolés, de se retrouver pour parler, échanger de ces petits soucis d'optimisation, de remplissage, de difficultés particulières, c'est une bonne grande bouffée d'oxygène quoi aussi. Ouais, 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 complètement. Non, non, oui, je te rejoins à 100%, t'as raison. On se sent moins seul. Ouais. Mm. Donc on se rapproche de la fin de notre podcast. Je voulais te poser des questions un petit peu plus personnelles aussi pour te connaître un peu mieux. C'est est-ce que Oui. Pourtant, j'ai eu l'impression de raconter ma vie pendant le... on rentre un cran plus loin alors. D'accord, Comment ok. tu apprends Moi, je me toi? prépare. Quelle est ta méthode ou quelles sont tes méthodes pour continuer d'apprendre, continuer de progresser? C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet et je le partageais pour ne rien cacher avec mon équipe il y a quelques semaines parce qu'on a fait les entretiens annuels et je leur disais, il y a un truc que je regrette en entrepreneuriat, c'est que j'ai plus de manager pour me faire du feedback sur professionnellement, qu'est-ce que je pourrais faire avancer, là où je pourrais m'améliorer, etc. Donc, j'ai demandé au management committee chez J'affiche complet de tenir ce rôle-là. Je leur ai demandé explicitement. Vous voyez, voici ma perception, c'est que pour moi, aujourd'hui, il me manque quelque chose professionnellement. Il me manque un retour, justement, bienveillant, parce qu'un manager, c'est toujours bienveillant, sinon il y a un problème, sur les choses que je pourrais améliorer, les choses que je devrais corriger, les choses qu'il faudrait faire mieux. Et je leur ai demandé explicitement de le faire. Donc, on avait commencé avec un premier round, parce que j'avais un cas spécifique sur lequel je voulais avoir leur retour d'amélioration. Et là, je vois qu'ils sont à l'aise pour le faire. Et ça me fait hyper plaisir. Moi, j'adore. Florian m'a fait un retour hier soir sur un truc en me disant, bon, Élise, c'est la première fois que je te fais un reproche, mais voilà ce que je voulais te dire. Et j'adore. C'était même pas un reproche, c'était un point d'amélioration et j'ai adoré. Je lui ai demandé plus d'infos justement pour savoir comment faire et tout. Donc, il y a ça. Il y a autre chose, il y a aussi les masterminds. Là, je me suis inscrite cette année dans un mastermind. Et j'adore ça. Je trouve ça vraiment enrichissant. Donc, il faut bien choisir le mastermind dans lequel on va selon les besoins aussi de la société au tenté. Et en fait, je participe aussi j'organise avec des collègues des mini mastermind aussi qu'on crée entre nous. Donc, j'en ai 2 autres en plus du gros mastermind dans lequel j'ai payé ma place. Mais sinon, j'ai aussi un petit mastermind avec
3 autres collègues et un 3e mastermind où on est juste 2 collègues. Et c'est canon parce qu'en fait, on s'entraide, j'apprends des trucs de fou et j'essaie de donner à mes collègues un maximum d'idées aussi sur ce que je vois, ce que j'expérimente, etc. J'ai mis ça en œuvre pour moi, j'allais dire chez Will. Bah non, justement, c'est vraiment pour moi. À l'époque de la Covid, au premier confinement en mars 2020, j'ai appelé un gars que je connaissais, qui est entrepreneur comme moi, qui est dans le même type de domaine, mais qui n'a rien à voir avec l'industrie, c'est Friction Science et Sébastien Payen qui sont dans l'optimisation de l'irrigation de l'eau pour la viticulture. Tu vois, rien à voir avec la choucroute. Hein. On ne parle pas du tout du même domaine, mais pourtant, les problématiques sont les mêmes en termes de connaissances théoriques des viticulteurs, en termes d'outils, en termes d'évangélisation. Et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que je te propose, c'est qu'on se parle toutes les semaines. Et effectivement, on suit la structure du mastermind. Donc, qu'est-ce qui patine, de quoi tu es content de ce que tu as fait la semaine dernière, est-ce que tu as un sujet, on appelle ça une sellette, quel sujet tu veux mettre sur la table. Et puis, on a rajouté un gars au cours du temps, qui est un copain de Sébastien, il s'appelle Nicolas Condon de Ecofilae, qui est lui dans le traitement des eaux usées. Donc, un sujet ô combien d'actualité. Et ben, ça fait 4 ans et on se parle tous les vendredis. Génial. Et parfois, moi, j'ai rien à dire. Parfois, c'en est un d'autre qui a rien à dire. Et puis, néanmoins, le fait de pouvoir se faire cuisiner, rien que de formuler le point de blocage à des pairs, déjà, tu résous une partie de ton problème parce qu'on est quand même très isolé en tant qu'entrepreneur et patron de boîte. Il y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas toujours parler avec tes collaborateurs. Donc, ouais, nous, on a mis ça en place et ça marche très bien. Et en fait, moi, j'apprends énormément parce que je suis confronté à leurs problématiques qui, finalement, sont souvent des problématiques d'entrepreneurs. Au-delà du détail, finalement, c'est un détail, hein, l'industrie dans laquelle ils sont et les sujets. Donc, ouais, bah, tu vois, on va se fêter en mars 2024 notre 4e année et on se fait engueuler quand on peut pas, si on n'a pas trouvé un mot d'excuse pour le vendredi. C'est à 13h. Si le gars il dit je peux pas venir parce que j'ai une réunion, je peux te dire qu'il se fait engueuler en disant attends, on n'était pas au courant. Ouais. On n'est pas au courant que tu avais une réunion. C'est pas normal. Tu vois, on se fait engueuler. Mais parce qu'on sait que c'est un moment fort pour nous, quoi. Et moi, je vis ça. Ouais, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Hein, on appelle ça la cordée d'ailleurs. Voilà, on a un groupe sur génial. on appelle ça la cordée. Donc on se parle, on s'appelle ça les alpinistes, les spéléologues. Génial. Et quand tu regardes en arrière, la Élise qui était dans sa formation à l'ESCA d'Angers, qui se préparait, peut-être qui n'avait pas encore choisi son master de yield, qui pouvait être en licence ou en master, et que tu compares avec aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais à cette Élise à ce moment-là, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Oh là là, je sais pas. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que, enfin, je sais pas si c'est un problème, c'est que j'affectionne tout. En fait, j'affectionne mes échecs, j'affectionne aussi, j'ai tellement de gratitude pour tout ce que la vie offre, pour les gens que je rencontre, pour l'équipe J'affiche complet, la communauté J'affiche complet. Quand je fais le bilan, je me dis, mais quelle chance infinie. Et pourtant, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Et je suis sûre que la suite, ce sera pas du tout un long fleuve tranquille. Donc, en fait, c'est tellement une gratitude infinie que je sais pas si j'aurais envie de lui donner des conseils qui changeraient le cours de l'histoire. Parce que je te dis, même les échecs, même les galères, même les nuits à travailler jusqu'à 3h du matin, j'aime tout ça. Enfin, c'est pas que j'aime ça, mais c'est que, tu vois, je sais pas. Non, je dirais trust the process. Ça va le faire. Tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ta place, et puis ouais, tu vas trouver ton chemin et ta place. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une gratitude, mais tellement grande, c'est que j'ai le sentiment enfin que avec mon travail, j'aide des gens, quoi. Vraiment. Et ça me, tu vois, rien qu'en te le disant, je suis même un peu touchée, tu vois. C'est
c'est que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'était pas gagné parce qu'en fait, ce que je fais, c'est maximiser du chiffre d'affaires. Donc, entre avoir une expertise qui consiste à maximiser du chiffre d'affaires et pouvoir aujourd'hui me dire j'ai une gratitude infinie parce que j'ai l'impression d'aider des gens, le pont, il n'est pas. Tu vois. Mais ouais, aujourd'hui, je crois que j'espère et j'ai cette impression-là. Et donc, voilà. Tu sembles parfaitement aligné, en fait, avec, entre ce que tu fais et ce que tu es, finalement. Ouais, je crois. Je crois que, ouais. Et c'est grâce aux autres. Donc, franchement, je peux dire Comment que ça, merci. grâce aux autres? Bah, c'est grâce à l'équipe incroyable qui bosse avec moi toute la journée, grâce à la communauté J'affiche complet qui nous suit et qui nous soutient. On n'a quasiment pas de haters, tu vois, quasiment pas. Alors peut-être qu'on n'est pas assez connu pour ça, justement, parce que c'est un peu la blague qu'on se fait entre personnes qui communiquent du contenu sur YouTube, c'est de célébrer ces haters, parce que ça veut dire que notre contenu, il est diffusé tellement largement qu'il y a aussi des gens qui nous détestent, je sais pas. Mais ouais, c'est pour ça que c'est grâce aux autres. C'est parce que nos clients aussi, tu vois, je le mentionne même pas, mais la confiance de nos clients au quotidien, leur retour positif sur ce qu'on fait, c'est grâce aux autres, vraiment. Moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est grâce à toi, en fait. Je pense que c'est Mais grâce à dis-donc. toi et qu'en fait, c'est en fait les autres sont attirés, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, tu vois. C'est qu'en fait, parce que toi, tu es parfaitement aligné avec ce que tu fais et que ça résonne fort chez certains, qu'en fait, ils viennent te voir. Mais c'est Ouais. pas à mon avis, parce que moi, c'est comme ça que je le vis aussi, hein. Ils viennent pas pour te faire plaisir et ils viennent pas ils viennent pas en échange de quelque chose. Au départ, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le gourou aussi, hein. C'est cette personne très inspirante. On va un peu loin quand même là. Non, je suis pas, non, pas du tout. Je pense que c'est une forme d'attraction parce que tu es parfaitement aligné. Les gens sentent qu'il n'y a pas d'écart entre ce que tu es et ce que tu fais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois? Ah oui, c'est Et donc, important. Ah ouais, super quand il y a important. une forte dichotomie entre ce que tu essayes de casser les bras des gens pour qu'ils signent tes trucs, pour que tu fasses des promos dans tous les sens, pour essayer d'en enclencher un maximum, et c'est une espèce de spirale sans fin avec une qualité qui finalement serait moyenne, etc. Pourquoi tu n'as pas de haters? Et parce que, en fait, naturellement, les haters, ils ne viennent pas vers toi. Ils ne voient pas d'intérêt. Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas d'angle pour venir te casser. Donc, pour moi, tout ça, c'est grâce à toi, hein. C'est Bon, toi bah, qui as construit écoute. ça. Et ouais, moi, tu dois avoir de la gratitude pour toi-même, hein. C'est parce que c'est beau et moi, je suis bluffé, donc bravo. Bah, écoute, c'est sympa. Merci. Merci. Je précise que je ne t'ai pas donné d'argent. Non, et que je n'ai pas d'appart. Je n'ai pas d'appart en location non plus. Voilà, c'est ça. Non, je dis vraiment ce que je pense parce que je me rends compte aussi dans mon job que on a, parce que l'un de mes coachs, Nicolas Aignan de Libérer la bête, parle de la zone de génie, en fait, hein. C'est ces éléments dans lesquels, en fait, tu es tellement aligné avec ce que tu fais qu'en fait, tu as plus d'énergie quand tu as terminé ce job que quand tu l'as commencé. C'est ça Ouais, la c'est différence exactement avec ça. la zone d'excellence, où la zone d'excellence, tu es très bonne dans ce que tu fais, mais à la Mm. fin, ça peut quand même, tu es un peu fatigué, quoi. Ça n'empêche pas que tu sois très Ouais. bonne, hein, mais ça te saoule un peu quand même. Ça va un peu Mm. consommer. Mais tu es reconnu comme cette compétence. Mais alors Mm. la zone de génie, tu pourrais presque ne jamais t'arrêter. Tu pourrais presque faire ça gratuitement. Tu adores faire ça, hein. Tu te lèves le matin, tu fais ce truc-là, tu te couches le soir, fais pas, là j'ai vraiment fait un truc qui me. Ouais. Et Nicolas Aignan, dans ses approches Libérer la bête, il est très fort. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et ça m'a vraiment marqué. Et je le mets d'ailleurs dans mes offres d'emploi. Quand je cherche des collaborateurs, je ne parle pas de la description du job qu'il faudra faire. Je Ouais. parle de cette zone de génie. Si ça résonne avec toi, on se parle. Il y a 99% des gens qui vont zapper parce que pour eux, il faut un truc, machin, ça va être quoi le job, c'est quoi les compétences, tu as fait quoi avant, et tu vois, le minimum requirement. Moi, j'en ai rien à cirer en fait. Mm.
Ce qui m'intéresse, c'est si la personne va être là, tout d'un coup, en résonance avec ce que j'ai écrit. Ouais. Ben, bingo, j'ai des collaborateurs qui sont juste incroyables, quoi. Parce qu'ils se sentent parfaitement alignés avec cette approche. Le reste, c'est du détail. Alors oui, il faut un peu d'Excel, oui, OK, je suis d'accord avec toi après, il faut quand même retravailler. Mais c'est fort, quoi. Est-ce que tu aurais quelqu'un à suggérer qui pourrait participer à ce podcast, à qui tu penses qu'il pourrait être inspirant pour la communauté des revenus managers au sens large? Écoute, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la société NNC, et il y a quelque chose sur lequel je ne les ai jamais entendus parler, et je trouverais ça super intéressant d'entendre qu'ils nous partagent, s'ils le souhaitent, la stratégie qu'ils ont derrière ça. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les collègues chez NNC, ils essaient d'avoir ce rôle un peu politique de défense de notre métier, notamment dans les médias. J'ai eu cette impression-là par différentes interventions qu'ils ont faites dans les médias grand public. Et je trouverais ça intéressant d'en savoir plus justement sur quelle est la perspective qu'ils ont par rapport à ça, pourquoi ils font ça. Moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, pour moi, c'est justement des collègues qui travaillent avec les grands groupes plutôt, qui sont, c'est vrai, holistiques sur le revenu management dans plein de domaines d'activité, l'aérien, l'hôtelier, les croisières, etc. Mais du coup, pourquoi ils en sont venus à se dire qu'ils allaient parler au grand public de revenu management? Ça m'intéresse aussi, et notre échange aussi peut-être donnera du sens sur pourquoi ça m'intéresse, parce que justement, je me sens aussi proche de cette idée-là. Alors c'est cool parce que j'ai justement invité Romain C'est Charrier. vrai? Ouais, et Ah, donc du coup, génial. on doit définir une date. Donc voilà, ce sera parfait pour Canon. se parler et avoir les Trop bien. réponses à tes questions. Et j'aime bien cette approche-là. Ça prouve que c'est un sujet. C'est vrai qu'on les a vus. On a vu Pascal Nifois sur des plateaux de BFM Business. Ouais. Et là, il y avait une de leurs collaboratrices qui a été invitée sur TF1 aussi lors d'un reportage Oui, sur j'ai vu ça aussi. Ouais, j'ai trouvé ça chouette. Ouais, exactement. Ouais, c'est un super sujet. Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te suivre, Élise? On peut nous suivre sur YouTube, sur la chaîne J'affiche complet, qui s'appelle J'affiche complet, sur notre site j'affichecomplet.com, et on peut suivre aussi l'actualité du rendez-vous de la location saisonnière, rendez-vous national de la location saisonnière. Donc le site, c'est rdvlocationsaisonnière.com. Et toi, personnellement, tu es sur quoi comme type de canaux, de réseaux, si on veut te contacter, si l'audience veut prendre contact avec toi? Alors, pour m'écrire, c'est LinkedIn, Élise D'accord. Ripoche, et c'est moi qui répondrai avec grand plaisir. D'accord, donc c'est LinkedIn ton canal préféré. C'est ça. Voilà. Eh bien, voilà, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à J'ai toi. trouvé super inspirant et très éclairant sur plein d'aspects, comme quoi le revenu management est bien plus large que je dirais, la perception qu'on en a de simplement d'être des méchants optimiseurs de prix et d'accès à l'inventaire. C'est bien plus puissant que ça, et ça couvre des sujets bien plus larges. Donc, je te remercie pour cet échange. J'étais super content de t'avoir dans ce podcast. Et puis, plaisir partagé. On continue d'évangéliser. Hein. Exactement, on continue. À très bientôt. Salut, Élise. À très vite.